Ce soir sur Ukraine Today, la Russie sous le feu. Les soi-disant médias locaux rapportent un incendie massif à l'usine chimique de Drogobush dans la région de Smolensk. Provocation nucléaire. L'Institut pour l'étude de la guerre affirme que la Russie pourrait organiser un tel incident pour en accuser l'Ukraine. 2 poids, 2 mesures de la part de la Maison-Blanche. Pourquoi l'Ukraine a-t-elle reçu un dommage de la part des États-Unis? Paix ou capitulation? Pourquoi les États-Unis ne soutiennent-ils pas l'intégrité territoriale de l'Ukraine? Tout cela et bien plus encore, tout de suite. Bonjour, je suis Volodymyr Robchun et voici Ukraine Today. Aimez cette vidéo et passons aux actualités. Commençons par les événements dans la région de Smolensk. Selon les soi-disant médias russes, l'usine chimique de Drogobush est en feu. Son principal produit est le nitrate d'ammonium. Il est largement utilisé dans l'agriculture et, ce qui est plus pertinent pour la Russie d'aujourd'hui, dans la production d'explosifs. Donc oui, c'est une cible absolument légitime. Plus tôt, il y a eu une frappe sur la station de pompage de pétrole de Kalyakino au Tatarstan et des drones ont également été aperçus au-dessus de Moscou. Voici les détails. Des invités dans la capitale de la Fédération de Russie. Et une panne d'électricité interminable à Belgorod. Il semble que l'opération militaire spéciale se déroule vraiment comme prévu. Je me demande, est-ce ce que Poutine voulait? Un voleur devrait être en prison, mais il y a des nuances. Des explosions là où personne ne s'y attendait du tout. À 1200 km de la frontière avec l'Ukraine. Le Tatarstan, l'une des principales régions pétrolières de la Russie, a été attaquée par des drones. Là-bas aussi ça brûle ou quoi? Nous parlons de la station de pompage de pétrole de Kaleikinskaya, l'un des principaux nœuds du système de pipeline russe. C'est l'une des principales stations de pompage de pétrole sur le territoire de la Fédération de Russie, qui assure ainsi le pompage et le tri des produits pétroliers pour leur transport ultérieur via l'oléoduc Droujba. En d'autres termes, c'est un élément crucial de l'oléoduc Droujba. Belgorod a aussi sa propre ambiance et apparemment les habitants n'en sont pas vraiment satisfaits. C'est le sujet de discussion en ville. Moscou est la ville où se prennent les décisions importantes. Une ville que l'on assurait depuis des années être hors de portée. Et maintenant, de plus en plus souvent, des drones apparaissent dans le ciel au-dessus de la capitale. Moscou est paralysé. Le ciel est fermé. Une centaine de drones des forces armées ukrainiennes ont transformé la capitale du Mordor en zone de panique. Et tandis que les drones établissent pleinement l'ordre en Russie, l'Ukraine continue de recevoir le soutien de ses alliés. C'est tout. En 2026, l'Allemagne prévoit de livrer le système de missiles de défense aérienne Iris-T et le système anti-aérien Skyranger 35. On peut dire que l'Allemagne est un partenaire clé sur le plan militaire et technique des forces de défense de l'Ukraine. Il convient de noter les livraisons de systèmes de missiles de défense aérienne en provenance de Norvège. Ce sont les systèmes de missiles de défense antiaérienne NATOM extrêmement avancés qui sont largement reconnus et considérés comme parmi les meilleurs au monde actuellement en service à travers le globe. Mais l'Ukraine ne reçoit pas seulement des armes de ses alliés, elle développe également la coopération dans la production d'armements. Récemment, la France a annoncé l'élargissement de son partenariat avec l'Ukraine dans le domaine de l'utilisation des drones. Je me suis également rendue à Kiev pour essayer de collaborer avec le ministère de la Défense dans des domaines très innovants, comme les drones. Je pense que nous reviendrons sur cette question à nouveau. Il est vraiment nécessaire de construire un partenariat stratégique complet sur les drones dans un délai très court. Cette année, l'Ukraine recevra environ 10 000 drones d'attaque. Tout cela est le fruit d'une production conjointe ukraino-allemande, et d'ici la fin de l'année, il est prévu d'ouvrir 10 autres coentreprises similaires.
Nous, achetons déjà tout ce que nous pouvons en matière de drones. Nous formons déjà nos soldats et nous continuerons à améliorer nos efforts chaque jour pour devenir meilleurs en matière de drones, car cela fait partie de l'avenir, fait partie de la guerre du futur. Et en réalité, c'est déjà le présent. l'Ukraine accélère rapidement sa propre production d'armes et de drones. L'un des accomplissements les plus remarquables est le développement de ses propres missiles de croisière, Flamingo. Mais Kiev ne reste pas immobile et ouvre déjà des opportunités pour exporter ses propres produits militaires. Bien sûr, il s'agit avant tout de répondre aux besoins des forces armées ukrainiennes. Les principaux domaines de cette coopération sont les pays baltes, l'Europe du Nord, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Les pays européens et les États-Unis sont intéressés par l'expansion de la coopération militaro-technique avec la partie ukrainienne. Et l'expansion du marché de vente est tout à fait remarquable. Les systèmes d'attaque ukrainiens, avant tout les drones. Personne ne sait combien de temps la guerre va encore durer. Une seule chose est claire. La Russie de Poutine n'atteindra jamais ses objectifs. Les forces armées ukrainiennes chasseront à coup sûr les invités indésirables de leur patrie. Des images sont apparues en ligne montrant un missile ukrainien Flamingo frappant l'usine de Votkinsky en Russie. Cette usine est considérée comme l'un des principaux producteurs de missiles balistiques, y compris les systèmes Iskander-M et Oreshnik, ainsi que des lanceurs nucléaires. La frappe a eu lieu à la fin de. La semaine dernière, le Flamingo a mis hors service l'un des ateliers clés de l'usine. Les intérêts économiques américains ont été violés. L'Ukraine a subi des dommages de la part des États-Unis après une frappe de drone sur le port de Novorossiysk. Cela fait référence à novembre 2025. À ce moment-là, l'infrastructure du consortium du pipeline de la Caspienne a été endommagée. Ce pipeline transporte du pétrole américain, kazakh et russe. Pour mieux comprendre, le pipeline de la Caspienne est l'un des plus grands contribuables en Russie. Et où va l'argent des impôts russes? Exactement, à la guerre. Honnêtement, la situation paraît étrange. D'abord, je n'ai pas vu de rapport indiquant que la Russie avait reçu un avertissement après avoir frappé une entreprise américaine en Ukraine. Je veux dire, l'usine Mondelez. Je suppose que cela constitue également une violation des intérêts américains. Peut-être qu'un tel avertissement existait, mais il n'a pas été rendu public. Deuxièmement, même si un tel avertissement existait, ces installations ont déjà été attaquées par la Russie pour la deuxième fois. Le premier avertissement américain n'a donc pas fonctionné. La question est simple. Combien de violations des intérêts américains par la Russie entraîneront une réaction ferme de Washington? Et quelle sera cette réaction? Troisièmement, comment peut-on concilier le fait de combattre le régime criminel du Kremlin tout en soutenant indirectement les actions du gouvernement russe, de ce même régime? Est-ce vraiment dans l'intérêt des États-Unis? Il serait intéressant d'entendre des réponses claires. Au cours des dernières 24 heures, la Russie a perdu au moins 1070 occupants, tués et blessés. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, cela fait déjà 1 262 490 envahisseurs. Rien qu'au cours de la dernière journée, les forces de défense ukrainiennes ont détruit 3 chars russes, 5 véhicules de combat blindés, 29 systèmes d'artillerie et des dizaines d'autres équipements militaires ennemis. La Russie pourrait organiser un incident radiologique pour en accuser l'Ukraine. C'est ce que rapporte l'Institut pour l'étude de la guerre. Selon les analystes de l'ISW, face aux échecs et aux pertes massives sur le champ de bataille, cela pourrait être une nouvelle tentative du Kremlin pour pousser l'Occident à réduire son soutien à l'Ukraine. Dans le même temps, les autorités russes créent une image pour le public national et une prétendue menace ukrainienne pour justifier une guerre prolongée et potentiellement une mobilisation générale en Russie. Au Royaume-Uni, les responsables ont démenti les affirmations de la propagande russe concernant un prétendu plan visant à fournir à l'Ukraine des armes nucléaires ou des technologies pour les produire. Le porte-parole du Premier ministre britannique a déclaré que le Kremlin cherche simplement à détourner l'attention de ses propres crimes en Ukraine.
Plus de détails et les véritables plans des pays partenaires dans le rapport. Une nouvelle tentative des Russes d'esquiver les négociations. Le Conseil de sécurité russe a accusé la France et le Royaume-Uni de prévoir de transférer des armes nucléaires à l'Ukraine. Des informations extrêmement alarmantes ont été publiées aujourd'hui par le service de renseignement extérieur, et il ne fait aucun doute qu'elles sont fiables. Il semble même qu'il y ait une compréhension apparemment que dans le futur, l'apparition d'armes nucléaires en Ukraine devait être présentée comme un développement interne ukrainien. Bien que sans aucun doute, les Ukrainiens n'aient absolument aucune capacité pour leur propre développement, sans assistance extérieure par définition. Fait remarquable, le renseignement russe a obtenu cette information après que le président ukrainien Zelensky a annoncé que la France et le Royaume-Uni étaient prêts à envoyer des contingents en Ukraine. Selon notre compréhension, jusqu'à 5000 soldats correspondent à une brigade. La Grande-Bretagne et la France, lorsque nous avons officiellement signé notre déclaration avec tous les participants de la coalition qui souhaitent se joindre, nous comprenons que tous ces pays sont déjà prêts à fournir chacun une brigade. Et il y a également des signaux provenant d'autres pays qui sont prêts à renforcer l'Ukraine par leur présence sous la forme d'un contingent. Le premier à avoir évoqué le possible déploiement de troupes en Ukraine a été le président de la France qui a fait cette déclaration l'année dernière. À l'heure actuelle, 26 pays se sont officiellement engagés à former des forces de soutien et à déployer des troupes sur terre, en mer ou dans les airs, dans le cadre des garanties de sécurité pour l'Ukraine, dès le lendemain d'un cessez-le-feu et de l'instauration de la paix. Il y a quelques jours, le ministre britannique de la Défense a confirmé qu'il souhaitait être celui qui enverrait des troupes britanniques en Ukraine, parce que cela signifierait la fin de la guerre. Nous serons prêts à garantir la paix sur le long terme. Cela exige que nous investissions et préparions nos forces. Keir Starmer a déclaré qu'il est prêt à voir des troupes britanniques sur le territoire ukrainien. Et j'ai déjà alloué des millions de livres pour préparer un éventuel déploiement de troupes. Mais il y a un mais. Les Russes ne sont pas d'accord et il est fort probable qu'ils n'accepteront jamais une telle clause dans un traité de paix. En ce qui concerne le déploiement potentiel de contingents militaires en Ukraine, eh bien, c'est l'une des raisons fondamentales sous-jacentes au processus stratégique d'intégration d'attirer l'Ukraine dans l'OTAN. Par conséquent, si des troupes apparaissent là-bas, surtout maintenant, en pleine hostilité, nous partons du principe qu'elles seront des cibles légitimes à détruire. Et si des décisions concrètes et définitives sont enfin prises, menant à la paix, à une paix stable, durable et à long terme pour la région, alors, de mon point de vue, je ne vois tout simplement aucune raison à leur présence continue sur le territoire ukrainien. C'est absolument tout ce qu'il y a à dire sur le sujet, tout simplement. Mais en quoi cela change-t-il quelque chose pour la Russie? L'Ukraine sera-t-elle un membre à part entière de l'OTAN? Ou sera-t-elle un pays sur le territoire duquel sont stationnés des centres militaires d'États membres de l'OTAN? Il est évident que la Russie n'autorisera jamais l'inclusion dans un traité de paix avec l'Ukraine, si jamais un tel traité voit le jour, ce dont je doute personnellement, d'une clause qui réglementerait la possibilité de la présence de troupes étrangères sur le territoire ukrainien, en particulier des troupes d'une alliance dont les membres possèdent des armes nucléaires. Et ainsi, cela devient un cercle vicieux. La Russie n'acceptera pas un traité qui inclut des contingents étrangers en Ukraine, tandis que l'Ukraine n'acceptera pas la paix sans garantie de sécurité claire. Je veux clarifier cela afin d'éviter tout malentendu. Nous parlons de garantie de sécurité après un cessez-le-feu. Il n'y a pas un seul État membre de l'Union européenne qui pense que nous devrions intervenir dans le conflit en ce moment. Nous sommes également prêts à participer et à fournir nos propres garanties de sécurité, mais tout cela est impossible sans le consentement de la Russie. Et nous en sommes probablement encore loin. Ou alors, peut-être que les pays européens sont prêts à déployer leurs troupes sur le territoire ukrainien sans le consentement de la Russie. Mais il est clairement dit à la Russie que ces troupes seront une cible légitime pour l'armée russe. Oui, je n'en doute pas non plus. Si les dirigeants du Royaume-Uni, de la France ou d'autres pays qui évoquent la présence de leurs troupes sont prêts à prendre ce risque, alors ils peuvent déployer leur contingent dès maintenant, sans attendre la fin des hostilités. Et s'ils ne sont pas prêts à prendre ce risque, alors ils doivent le comprendre. Même après la fin des hostilités, leurs troupes n'apparaîtront pas sur le territoire ukrainien. Mais c'est la réalité. Donc rien n'a changé. Les Européens sont prêts à fournir tout le soutien nécessaire, tandis que les Russes posent des conditions absurdes pour que ce soutien cesse, tout en inventant une nouvelle série de fausses informations. L'Ukraine se bat pour la liberté. Soutenez les médias ukrainiens pour continuer à dire la vérité sur cette guerre. Cliquez sur le lien en description pour nous soutenir.
C'est le moment de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de la partager pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent la voir. Merci et gloire à l'Ukraine. L'Union européenne alloue 920 millions d'euros pour stabiliser le système énergétique de l'Ukraine avant la saison de chauffage 2026-2027. C'est ce qu'a annoncé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle a également déclaré que l'UE approuvera bientôt son 20e paquet de sanctions contre la Russie. Pendant ce temps, la Russie espionne des sites stratégiquement importants en Europe en achetant des biens immobiliers à proximité. Pourquoi le Kremlin a-t-il besoin de cela? Les détails dans un instant. Les chevaux de Troie sont déjà dans leurs écuries, et seuls le Kremlin et le FSB savent combien d'entre eux sont cachés en Europe. Des employés actuels et anciens des agences de renseignement européennes l'ont déclaré au Télégraphe. Un certain nombre de propriétés à travers l'Europe de l'Ouest sont potentiellement utilisées comme lieu de stockage de munitions et comme planques pour les agents russes et leurs complices. Et la Russie, préoccupée par l'Ukraine, n'a pas encore commencé sa guerre hybride en Occident. Manque-t-elle de la force nécessaire pour frapper les pays de l'OTAN? Ouvertement, les Russes ont recours à ce qu'ils ont perfectionné au fil des siècles, le sabotage. Moscou n'a pas besoin de grand-chose pour terroriser les Européens. Une perturbation soudaine de la vie quotidienne pourrait être causée par un câble de télécommunication sectionné quelque part, un incendie soudain ou un effondrement du planning des transports. Bien avant l'invasion à grande échelle, les Russes, se préparant à l'affrontement, achetèrent des biens immobiliers à proximité, près d'infrastructures stratégiques et militaires. Ces images montraient l'opération spéciale la plus médiatisée menée par les services de sécurité finlandais. Elle a été réalisée en 2018. 400 agents des forces de l'ordre issus de différents organismes ont débarqué sur l'île de Sakiluoto à bord de dizaines d'hélicoptères. Là, ils ont découvert une véritable base militaire. Comptant au total 9 quais, un héliport, des baraquements, des logements, des caméras de surveillance et des détecteurs de mouvement. Tout cela sans aucune utilité précise. Sur cette île, les services spéciaux ont trouvé 3,5 millions de dollars et d'euros en liquide, ainsi que des téraoctets de données. Cette île appartenait à la tristement célèbre société Ariston Helmi. Parmi ses propriétaires figurait un certain Pavel Melnikov, qui, selon les médias, possédait la citoyenneté d'au moins 3 pays. La Russie, la Lettonie, Malte. Il possédait également des passeports de plusieurs pays des Caraïbes et un permis de séjour en Hongrie. Ariston Helmi a acheté en Finlande 17 propriétés dans la région de l'archipel, principalement près des routes maritimes clés et des infrastructures de télécommunications non loin du port de Turku. Durant toute son existence, la société, qui a investi des milliards dans l'immobilier, n'a pas affiché un seul euro de bénéfice. Mais les véritables bombes sur le territoire de l'UE sont les envoyés des églises russes. L'Église orthodoxe russe a fermement étendu ses tentacules à travers toute l'Europe. Par exemple, l'ancien sacristain Georgi Suzuki raconte comment le métropolite Hilarion, qui a été envoyé servir en Hongrie en 2022, n'a jamais rencontré les paroissiens. Mais il consultait chaque mois les diplomates russes et les autorités locales. D'ailleurs, sa femme, la première ministre, venait aussi rendre visite. Et quand Hilarion servait le thé, il me demandait de préparer des douceurs pour la femme. J'ai préparé une douceur japonaise pour la femme du Premier ministre, qu'elle a tellement appréciée qu'elle m'a même demandé la recette. Le plus souvent, les réunions d'Hilarion avec l'ambassadeur russe et le vice-premier ministre hongrois se tenaient en tête-à-tête. Personne d'autre n'était autorisé à entrer avec eux, ni du côté russe, ni du côté hongrois. Plusieurs fois, alors que j'étais présent, il a même rencontré Orban. Les rencontres avec Orban étaient moins fréquentes, mais il rencontrait très souvent Zhao Chemin, le vice-premier ministre. Le roc a également établi son nid dans les pays scandinaves, par exemple à la périphérie de la ville suédoise de Västerås, où, en 2013, Rosatom a acheté un terrain et y a très rapidement construit une église. Les paroissiens prient juste à côté de la plus longue piste d'atterrissage du pays, où se trouvent des ponts stratégiques sur le lac Mälorin, ainsi que l'état-major de l'armée suédoise à Enköping et un centre de communication militaire.
Les Russes ont choisi cet emplacement pour l'église, et ce n'est pas sans raison, car à seulement quelques kilomètres de l'église se trouve l'usine d'assemblage de combustible nucléaire de Westinghouse Electric. La distance entre les deux n'est que de 4,22 km. Encore plus près, à environ 500 mètres, se trouve une autre installation stratégique, l'aéroport de Västerås Flightplatz. À 6 km de l'église se trouve une centrale thermique et le siège de la société énergétique Mellor Energy AB, un fournisseur d'énergie. Et à presque 5 km se trouve l'usine métallurgique ABB Métallurgie. Le prêtre principal de cette église, Pavel Makarenko, selon les enquêteurs suédois, a reçu un certificat du service de renseignement extérieur russe lui-même. Je ne dis rien. Stop, ne dis rien. Moi non plus, je ne dis rien. Ce qui se discute derrière les murs de ces églises, qui sont en réalité des agents du GRU, reste inconnu. Quelles informations les paroissiens locaux leur divulguent, cela aussi demeure un mystère. Depuis des décennies, la Russie construit des écuries d'Ogias sur les territoires des pays voisins, ainsi que dans ceux de ses adversaires idéologiques, et elle est prête à les déchaîner à tout moment opportun. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution intitulée « Soutien à une paix durable en Ukraine ». Elle appelle à un cessez-le-feu immédiat, au respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, à l'échange de prisonniers de guerre et à la libération de toutes les personnes détenues illégalement. 107 pays ont voté pour, 12 contre, 51 se sont abstenus, y compris les États-Unis. De plus, les États-Unis ont tenté de retirer la clause concernant l'intégrité territoriale de l'Ukraine du document. Les diplomates américains ont expliqué qu'une telle formulation détournerait soi-disant du processus de négociation. Permettez-moi de partager une réflexion. Si un processus de négociation n'inclut pas la préservation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, alors il ne s'agit pas de paix. Il s'agit de capitulation. Ressentez-vous la différence? C'est une chose lorsque le calme revient parce que l'État agresseur est contraint de cesser le feu et reçoit une juste punition pour ses crimes. C'est cela, la paix. C'en est une autre lorsque l'agresseur cesse de tirer parce qu'il obtient déjà ce qu'il veut, le territoire d'un autre État souverain, même sans tirer un coup de feu. C'est cela, la capitulation. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de regarder. Merci pour votre soutien. Force aux défenseurs de l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine. Aimez, abonnez-vous, commentez, partagez. Et à la prochaine fois.